Alors bonjour à tous. Merci de nous donner l'occasion de présenter ce petit topo sur la dissection aortique, les syndromes aortiques aigus. Donc moi je suis le docteur Daniel Mathieu, je suis urgentiste au CHU Nord de La Réunion. Et donc je vais être accompagné de Tiziri, docteur Simoussi, qui est cardiologue au CHU Nord également, et du professeur Braunberger, qui est chirurgien cardiaque au CHU Nord. Donc ça se veut un topo interactif, c'est-à-dire que je vais essayer de vous faire participer, enfin je voudrais que vous participiez. J'ai été chercher des bandes de régulation, donc on est, remettez-vous dans le contexte, on est en juillet 2022, et donc moi je suis en régulation et on reçoit un appel comme ça. SAMU Centre 15, ne quittez pas. Allô, allô. Oui, allô. Allô. Oui, allô. Oui, bonjour, oui. Oui, bonjour, oui. J'ai très dans la poitrine. Un petit. Vous avez du douleur à la poitrine, c'est ça? Oui, c'est là, oui, voilà, oui. D'accord, où ça? À la poitrine, où? Ben, disons... Au niveau du cœur? Au niveau du cœur? Au niveau du cœur et dans le dos, même temps, bien sûr, oui. D'accord. Monsieur, vous êtes au repos, là? Je suis assis dans d'accord. fauteuil à la maison. Restez comme ça, ne faites plus d'efforts, monsieur, ne faites plus d'efforts, d'accord? C'est important, hein. Oui. Et c'est également dans le dos, c'est ça? C'est la première fois que ça vous arrive, monsieur? C'est la première fois, oui, première fois. D'accord. Vous avez quoi comme maladie, monsieur? J'ai hypertension. D'accord. Et depuis 2 jours, j'ai remarqué que j'avais mal à la tête constamment. J'ai rendu mon médecin tout à l'heure pour 11h. D'accord. Mais là, ça va pas. D'accord. Et attention, vous avez du mal à respirer, monsieur? Comment? Vous avez comme une gêne respiratoire ou pas, là? Ouais. Pas vraiment, mais je veux dire, ça me bloque le dos complètement. Ça me bloque. Merci. La joyeuse musique d'attente quand on est en train de mourir. Donc la première petite question évidemment, c'est quel diagnostic vous proposeriez pour cette douleur thoracique? Bon, les classiques. Donc on est avec plein de cardiologues, donc je pense que vous allez me proposer le syndrome coronarien aigu, j'imagine. L'embolie pulmonaire aussi, évidemment. Puis après on a la péricardite. On a la dissection aortique, les syndromes aortiques aigus. Puis après, on a les pathologies aussi abdominales qu'on peut évoquer, ulcères, voilà, j'en passe. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme signe finalement chez ce monsieur? On a une douleur médiothoracique, latérothoracique gauche. Alors évidemment, je ne vous ai pas passé l'intégralité de la bande, mais il y avait plus d'infos que ça sur la fin de la conversation. Elle est transfixiante, elle est irradiation dorsale, elle est spontanée, il n'y a pas eu de facteur déclenchant a priori, il dit que c'est survenu brutalement sans effort, une bloc-pnée, pas de fièvre a priori, des céphalées depuis 3 jours et un monsieur qui est hypertendu avec, on va le voir après, une hypertension qui est persistante et qui est plus haute que d'habitude depuis 3 jours à peu près. Alors qu'est-ce qu'on demande comme moyen pour ce patient? Donc là encore, je vous demande de participer. Donc c'est un monsieur qui est à Saint-Joseph. Ok, levez la main, qui vote pour le SMUR du coup? Bon ok, ouais, c'est la bonne réponse. Effectivement, on va demander une médicalisation. Les ambulances avec un transport non médicalisé, compte tenu de la douleur, de sa localisation et de l'hyperalgie qu'il a l'air d'avoir ce patient, ça va être compliqué. Et le médecin de proximité est également une très mauvaise idée. Suite de la bande. Ouais. Donc un monsieur 63 ans, c'est un monsieur qui est hyper tendu sous Exforge. Je pense qu'il n'est pas hyper bien contrôlé au niveau de la tension, parce qu'il me dit qu'il a souvent des tensions aux alentours de 15 chez le médecin. C'est tout. Pas d'autres traitements, pas d'autres antécédents connus, un petit surpoids, mais c'est tout. Il a eu le Covid il y a 3 semaines, il était KO là-dessus. Il y a 2 jours, il a eu quand même des céphalées. Mais peu intense. Et là, en fait, il monte les escaliers à un peu moins d'une dizaine de marches et apparaît une douleur à la poitrine, une douleur qui est rétrosternale, type d'oppression, d'étau, qui va en effet en haut du dos et dans le cou, pas dans le bras gauche. Elle est persistante depuis, cette douleur. C'est vrai que le monsieur a l'air quand même assez algique. À l'arrivée, il a une EVA à 8/10, douleur qui n'est pas migratrice du tout, qui reste au même endroit, pas de sueur. Par contre, une hypertension à 19/14 qui est symétrique, une fréquence cardiaque à 85 par minute et une SAT à 99% en air ambiant. Le CG, je m'attendais à avoir quelque chose d'assez fou et en fait non, il y a juste des ondes plates en D1 AVL, mais c'est tout. J'ai rien dans les postes LVD.
Bon, on l'a quand même traité vu le contexte. C'est vrai que c'est bizarre que ça arrive à l'effort. On l'a traité par aspégique. On lui a fait 1 mg de Loxène en bolus et on lui a mis de l'antalgie par paracétamol pour le moment. Là, la douleur est un peu en train de diminuer et la tension est un peu redescendue aux alentours de, je te dis ça, il est à 161,93. Ok, Voilà, il a et des du coup, frappés aux 4 membres. Il n'y a pas de douleur abdos et bon, c'est vrai que c'est quand même bizarre que ça survienne à l'effort. Donc je passerai quand même plus sur un truc ischémique en premier lieu. coronarien que la dissection. Ouais, on va quand même lui faire des dédimères parce que c'est vrai que la douleur va dans le dos, donc ça c'est quand même un peu bizarre, mais bon. Parce que nous, on avait l'arrière-pensée de la dissection initialement. Ouais, je sais, c'est ce que vous avez dit au téléphone. Ouais. Donc c'est vrai qu'on est un peu parti en cherchant quand même tout ça, mais j'ai pas trop d'arguments pour ça là tout de suite. Ouais, ok. Bon, vous avez vu qu'on avait pensé à la dissection, mais que finalement, le SMURIS du Sud ne nous croit pas. Donc après, bon, c'est difficile, hein. On faut se remettre dans le contexte, c'est toujours très délicat de diagnostiquer ce genre de problème, de pathologie, et donc on voit qu'elle pense plutôt au syndrome coronarien aigu, donc elle s'est orientée vers là, elle garde dans un coin de la tête la dissection quand même. Qu'est-ce qu'on fait donc, qu'est-ce qu'on propose à cette médecin smuriste pour l'aider sur place, et qu'est-ce qu'on lui dit de faire pour transférer le patient? Donc là encore, je vous propose plusieurs choix. Un transfert non médicalisé vers le CH le plus proche, un transfert médicalisé vers le CHU Nord avec le plateau de Corot et puis surtout avec les chirurgiens thoraciques, donc pour la dissection ce serait mieux, et transfert médicalisé vers le CHU Sud ou un transfert médicalisé mais héliporté vers le CHU Nord. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Ça dépend de l'heure qu'il est, c'est un peu vrai à La Réunion, ouais. Alors, qui choisirait le transfert non médicalisé CH de proximité? Levez la main. Non, personne. Ok. Transfert médicalisé CHU Nord, d'emblée. Personne, ok, très bien. Je m'attendais à avoir quelques réponses. Transfert médicalisé CHU Sud. Pas beaucoup de participants, ok. Et héliporté CHU Nord. Ok, d'accord. Bon, on va pouvoir en discuter après, mais c'est plutôt... en tout cas, c'est le transfert médicalisé CHU Sud qui a été décidé. Pourquoi ? Probablement parce que le diagnostic n'est pas bien posé. Donc, on ne sait pas à quoi on a affaire. Est-ce que ça vaut le coup de faire d'héliporter un patient avec lequel on ne va pas avoir d'accès facile pour l'analgésie, pour la surveillance en hélico, en sachant qu'on ne sait pas ce qu'il a. On ne sait toujours pas ce qu'il a. Bon, ça se discute encore une fois, mais on a 2 diagnostics principaux. Ouais. Bon, c'était pas encore posé, donc ça pourrait se discuter encore une fois, hein, mais voilà. Ça, en tout cas, c'est le transfert vers le CHU Sud qui avait été décidé. Donc, il arrive au déchocage, ce monsieur. Il n'y a finalement pas de cardiopathie ischémique. Et puis, ils font des dédimères qui sont positifs. Et ils se disent, on va faire une petite imagerie, on va essayer d'éliminer quoi ? L'embolie pulmonaire. Bon, les syndromes aortiques aigus, donc vous savez que c'est contexte physiopathologique particulier, patient hypertendu, éventuellement avec des maladies du tissu conjonctif. La mécanistique, elle est quand même commune. C'est une fragilisation des couches internes de la paroi aortique, média, intima. Je ne vais pas rentrer dans la physiopathologie, dans l'anatomopathologie plus profondément, mais c'est un diagnostic qui doit être rapide, une prise en charge en centre spécialisé. Alors on n'a pas de SOS alerte à proprement parler au CHU Nord, mais en tout cas il y a un plateau équivalent, et donc c'est un pronostic vital évidemment qui est engagé. C'est une affection rare. 3 à 50 cas par million d'habitants, c'est grave, hein, 2% de mortalité à chaque heure passée, et donc c'est une irruption de sang à l'intérieur de la paroi de l'aorte qui décolle les feuillets comme un millefeuille, et c'est une urgence évidemment chirurgicale avec une classification qui se fait en fonction de l'origine de la déchirure. Le risque évidemment, c'est la rupture, les facteurs de risque de rupture évolutifs vers la rupture, c'est ceci, et donc le problème là, chez ce patient qui est arrivé au CHU Sud, c'est de savoir quelle imagerie on fait chez ce patient. Donc je vais passer la parole au docteur Simoussi. Et donc là, en général, on appelle son ami cardiologue face à une douleur thoracique et à un électro subnormal. Donc à votre avis, quel examen vous devez faire? Est-ce que vous demandez une IRM, une échographie ou un scanner? Scanner. Qui demande une échographie en premier?
Ok. Donc le patient est stable, l'électro il a une bradycardie sinusale et il a 600 de décimètres. Je vous montre ce graphique qui est assez indigeste de 2014 sur le diagnostic de dissection aortique et la gestion de la douleur thoracique. Alors je ne vais pas vous faire tout l'algorithme, mais ce qui ressort en premier, c'est que devant une douleur thoracique, il faut rester systématique avec l'histoire clinique, l'examen et l'ECG pour avoir le diagnostic d'infarctus. Et si vous n'avez pas de diagnostic d'infarctus, que votre patient soit stable ou instable, vous avez l'échographie cardiaque en premier. Donc l'ETT, c'est l'examen à faire en urgence devant une douleur thoracique. Après, ça dépend de vos moyens, ça dépend de l'heure, ça dépend de la disponibilité du cardiologue. Mais ce qui est recommandé, c'est de faire une échographie cardiaque. Pourquoi ? Parce que l'échographie cardiaque, c'est un examen qui est accessible au lit du patient, on n'a pas besoin de le transporter, qu'il a une très bonne spécificité pour le diagnostic de dissection aortique, mais que la sensibilité est un peu moins bonne. Et l'échographie cardiaque nous permet de faire le bilan si on voit le flap intimal, mais on peut voir aussi d'autres anomalies qui peuvent soit nous orienter vers une dissection, soit nous donner d'autres diagnostics différentiels. Donc si vous avez une insuffisance aortique, par exemple, ça peut orienter vers une dissection. Si vous avez un cœur pulmonaire aigu, ça peut vous orienter vers un autre diagnostic. Et j'insiste sur cette coupe que j'aime vraiment beaucoup, qu'il faut s'astreindre à faire tous les jours. On ne le fait pas le jour où on pense à la dissection parce qu'on ne saura pas la faire. C'est la coupe sus-sternale qui nous permet de dégager l'arche aortique et, dans certaines situations, voir le flap intimal. Vous avez été nombreux à parler de scanner. En effet, le scanner, c'est l'examen de référence. C'est le gold standard qui est souvent accessible avec une rapidité d'acquisition, qui a une très bonne sensibilité et spécificité, qui permet de faire le bilan lésionnel de la dissection, regarder la perfusion d'organes, estimer la taille de prothèse pour le chirurgien, orienter la stratégie chirurgicale. Mais ça ne doit en aucun cas retarder le diagnostic si vous avez l'examen à l'ETT, le diagnostic de dissection. L'IRM cardiaque, j'en parle parce qu'il fallait parler d'imagerie, c'est une très bonne sensibilité et spécificité, mais il n'y a aucune indication en urgence. C'est parce que ce n'est pas disponible, l'acquisition est longue, les patients sont souvent instables ou pas, mais quand on a une douleur thoracique, subir une IRM, c'est compliqué. Mais ça a un intérêt dans le suivi des chroniques, des dissections chroniques de type B ou des dilatations de l'aorte. Donc en pratique, si votre patient est instable et que vous avez un cardiologue disponible, l'ETT, c'est l'examen à faire en urgence. Et si votre patient est stable et vous n'avez pas de cardiologue, il faut faire le scanner. Quoi qu'il en soit, si vous avez le diagnostic, il faut aller au bloc opératoire en urgence, parce que ce qu'on est sûr, c'est que la dobutamine, ça ne marche pas dans la dissection aortique. Donc il faut confier le patient au chirurgien. Se pose la question de l'ETO. Eh bien, l'ETO, elle est indispensable, mais au bloc opératoire. Ne jamais faire d'ETO à un patient vigile pour qui vous avez une suspicion de dissection, parce qu'il va faire 22 tensions au vu de l'examen qu'il va subir et vous risquez d'aggraver la rupture. Et si on revient à notre patient, donc j'ai fait une échographie cardiaque que vous voyez là, c'est la vraie vie, l'échogénicité est mauvaise, on voit une petite fuite aortique et bien sûr, comme je fais le topo, j'ai fait une coupe sus-sternale que vous voyez ici, pour ceux qui ne sont pas habitués, donc on voit l'aorte qui est là et on voit le flap intimal avec le trait de dissection. Et donc, on a le diagnostic de dissection aortique grâce à la coupe sus-sternale. Et donc là, c'est bloc opératoire en urgence. Et je repasse la main à mon collègue urgentiste pour le transfert. Ok, je vous repasse une petite demande. Donc là, on a le bilan du médecin déchocage au CHU Sud. Ok, donc vas-y, je t'écoute pour le bilan, intéressant. Du coup, écoute, c'est une dissection de type A qui a envahi les troncs supraortiques, l'artère mésentérique supérieure, vraiment à sa portion proximale, sur quelques millimètres. Nous, à notre arrivée, il a reçu 9 mg de morphine, toujours douloureux, mais quand même, il dit beaucoup moins... partiellement soulagé en tout cas. EVA à combien après 9 EVA 4. J'ai refait 2 mg parce qu'il était demandeur. Il est au PSE de l'Oxène à 3 mg/h.
Avec ça, il a une tension à 137/73, une fréquence cardiaque à 94, une SAT à 100%. Le monsieur, il est au niveau neurologique, il est conscient, orienté Glasgow 15. Il n'y a pas de signe de focalisation, pas de céphalée non plus. Au niveau cardio, il n'y a pas de signe de décompensation cardiaque, droite ni gauche. Je me permets juste pour des raisons de timing, il va falloir. Ouais, on fait court. Donc là, une des dernières questions, c'est comment orienter le patient depuis le déchoc du CHU Sud. Si on peut mettre le... Donc transfert toujours non médicalisé en ambulance. Bon, on a compris que non, c'était une mauvaise idée. Transfert médicalisé en VSAV, donc en moyen de transport vers le CHU Nord ou vers le CHU Sud, ou cette fois-ci héliporté. Que choisir ? Qu'est-ce que vous auriez fait ? Alors peut-être que je vais poser la question... Ouais. Ok. Bon, là, ce qui a été décidé, c'est un transfert héliporté, cette fois-ci vers le CHU Nord, centre de référence. Donc, juste pour vous rappeler que les guidelines disent qu'effectivement, si le patient est stable, il faut tout de suite les transporter, dès que le diagnostic est fait, vers un centre de référence. Concernant les modalités de transfert, vous avez vu qu'ils discutaient un petit peu le traitement antihypertenseur. Les guidelines, ce qu'elles disent sur le management aigu, en aigu, c'est surtout utiliser en première intention des bêta-bloquants, avec, vous voyez, un objectif de fréquence entre 60 et 80 et de pression systolique inférieure à 120. Voilà. Après, il y a d'autres thérapeutiques, mais qui sont toutes symptomatiques. Et le traitement final, et celui qui va sauver le patient, c'est le traitement chirurgical. Et je passe la parole au professeur Braunberger. Alors, le traitement chirurgical, vous avez vu, j'ai mis les noms des gens qui sont impliqués dans ce traitement. Bon, bien sûr, les chirurgiens, mais j'insiste aussi sur l'équipe d'anesthésie et l'équipe de réanimation, parce que ce qui fait le pronostic de ces patients-là, ça reste des patients très graves. La mortalité globale dans toutes les séries est de l'ordre de 25%, et ce qui fait qu'on a des résultats au moins aussi bons que ça, voire meilleurs, c'est vraiment grâce aux deux dernières lignes de cette diapositive. Alors d'abord, de quoi on parle ? L'incidence de la dissection de type A à La Réunion, c'est des données actualisées réunionnaises. On en fait entre 10 et 15 par an, ce qui représente une incidence de entre 1,2 et 1,6 par million d'habitants. Donc la dissection... Quel est l'objectif du traitement chirurgical ? Sauver la vie du malade. Il faut savoir que la mortalité de la dissection de type A, c'est 1 à 2% par heure dans les premières heures. 90% des gens sont décédés à 1 mois. Ils décèdent de 4 causes principales: la rupture intrapéricardique, l'insuffisance aortique, la dissection des artères coronaires et les accidents vasculaires cérébraux. La dissection de type B, ça représente à peu près 1/3 des dissections, 2/3 sont de type A, 1/3 de type B. C'est 15% de décès à 1 mois, essentiellement par rupture. Et il y a des signes annonçateurs de la rupture, la douleur persistante malgré un traitement antihypertenseur bien conduit, des diamètres de l'aorte descendante supérieure à 55 mm. Bon, et puis bien sûr, ils peuvent mourir d'ischémie mésentérique quand il y a des déchirures non reprises occlusive des artères digestives ou d'ischémie d'organes, rénales ou d'ischémie des membres inférieurs. Alors, de quoi dispose le chirurgien cardiaque qui reçoit le patient ? Il a une boîte à outils avec un certain nombre d'outils. Je vais les développer un petit peu plus après. Le wrapping, le remplacement de l'aorte ascendante, le traitement de la crosse, le traitement hybride de la crosse et de l'aorte descendante, la plastie de la valve aortique et les pontages coronaires. Alors, je vais vous présenter un peu, grosso modo, sous forme d'un menu, les différentes techniques qu'on peut proposer. Alors, je vous propose le classique. Le classique, c'est ce qui va sauver la vie du malade dans finalement des 3 complications de décès que sont l'insuffisance aortique, la dissection des coronaires et la rupture intrapéricardique. C'est le remplacement simplex, entre guillemets, de l'aorte ascendante, qui peut se faire soit en hypothermie avec ce qu'on appelle l'open anastomosis, c'est-à-dire l'anastomose ouverte sur la crosse aortique, mais qui nécessite une hypothermie. Et pour ça, en général, on utilise une cannulation artérielle. Il faut faire une CEC, bien entendu. Le grand classique de la cannulation artérielle, c'est la cannulation axillaire droite. Bon, c'est le simplex, c'est le gold standard, c'est le classique. Voilà.
Bon, ensuite, il y a le tendance, c'est un petit peu aujourd'hui, voilà, plus les gens sont jeunes, plus on veut avoir un résultat à long terme important, plus on veut protéger les TSA, plus il faut être extensif, puis il faut aller sur la crosse. Voilà. Ça, c'est, alors dans les séries, c'est à peu près 15% de mortalité, même quand on regarde la chirurgie de la crosse globale, c'est 15%, alors c'est vrai que c'est mieux à long terme. Ensuite, il y a le complet. Alors le complet, c'est d'accord, l'aorte ascendante, d'accord, la crosse, mais un petit bonus, on va faire l'aorte descendante. Pourquoi ? Parce que l'aorte descendante, c'est compliqué d'accès secondairement. On a un problème important quand on veut mettre une endoprothèse, c'est cette zone-là qui est quand même pas facile parce que il faut avoir suffisamment de place pour aller glisser l'endoprothèse et après on est sur les TSA, ça devient compliqué. Et donc si on a déjà traité la partie proximale de l'aorte descendante, on est dans une situation où on peut facilement traiter l'aorte descendante. Alors il existe des prothèses qui sont des prothèses hybrides, qui associent à la fois une partie chirurgicale, c'est cette prothèse-là, ce qu'on appelle la prothèse Thoraflex, qui a une partie chirurgicale, avec donc une partie sur l'aorte ascendante, une partie de la crosse, des tuyaux qui vont aller sur les 3 TSA, et une endoprothèse qu'on va mettre dans l'aorte thoracique descendante. Alors un petit mot sur comment on traite la racine, c'est indépendant du menu, entre guillemets, c'est le traitement de la racine. On peut faire 3 choses, un traitement simple, juste l'aorte ascendante, un encollage et une réparation de la valve. On peut faire une intervention de Bentall, c'est-à-dire on va changer la valve et on va changer complètement les sinus, ou on peut faire une intervention réparatrice du culot aortique en conservant la valve, soit en l'incluant à l'intérieur d'une prothèse, c'est l'intervention de Tyrone David, soit en gardant le contour de la valve et en faisant une intervention de type remodeling avec ou sans plastie sous-aortique. Ça, c'est technique. Bon, bref, c'est pas le question. Alors après, dans la boîte à outils, il ne faut pas oublier, on a le saourien. Alors le saourien, c'est quoi ? Le saourien, c'est on va pas opérer ton malade pourri, il a 88 ans, t'as vu, regarde. Enfin, il était quand même un peu autonome, il est sympa en plus, il était chirurgien cardiaque avant. Qu'est-ce qu'on va lui faire ? On va pas lui faire une CEC. Non, on va pas lui faire une CEC, on va lui faire un wrapping. Un wrapping, c'est quoi ? Sternotomie médiane. On ouvre, on dissèque prudemment l'aorte ascendante, on va mettre une grande plaque de feutre entre l'artère pulmonaire et l'aorte, on va squeezer tout ça, on va fermer ça en saucisson et on protège de la rupture. Alors, contre-indication, il ne faut pas qu'il y ait une insuffisance aortique massive, il ne faut pas qu'il y ait évidemment une dissection des coronaires, mais quand même, quand on voit les résultats ici en termes de survie, c'est pas rien. C'est des malades épouvantables qui sont récusés par les anesthésistes et quand même, quand on regarde à 100 jours, il y en a quand même qui survivent. C'est pas si mal, moi je suis désolé, le saourien, je garderai ça dans ma petite boîte à outils. Alors après, il y a évidemment le réunionnais. Alors le réunionnais, c'est quoi ? C'est ce qu'on fait ici. Alors c'est la thèse de Sébastien Gontier qui a comparé une technique qui a été inventée par Nicolas Bonnet, chirurgien cardiaque émérite au CCN, qui un jour a fait, il y a 7 ans, une présentation à la Société de chirurgie cardiaque. Il a présenté sa technique et moi je trouvais ça génial. Et j'étais un des seuls d'ailleurs à l'époque parce que tout le monde trouvait ça compliqué. Et on est maintenant 3 équipes à le faire, Nantes, La Réunion et le CCN. Voilà les résultats. Quand on compare en termes de survie, c'est la technique en normothermie. Donc le principe, c'est on va changer l'aorte ascendante, la crosse, on va ponter tous les TSA, on va mettre une endoprothèse dans l'aorte thoracique descendante, tout ça à 37 degrés. Voilà. Et en faisant ça, on a quand même une mortalité qui est très inférieure par rapport aux techniques classiques en hypothermie, puisqu'on a 8% de mortalité, alors que sinon c'est 24% dans le groupe hypothermie. Le principe, il est, donc on commence par faire une cannulation atriocave, on reprend le sang dans l'oreillette droite et on va injecter sélectivement dans les 3 TSA qu'on va pouvoir débrancher. On fait une CEC uniquement de perfusion cérébrale. Ensuite, on va déconnecter les TSA et puis ensuite, à 37 degrés, on va faire un très court arrêt circulatoire de 3 minutes, balancer l'endoprothèse et redémarrer la CEC dans l'endoprothèse. Alors, finalement, avec tous ces petits menus qu'on peut proposer aux patients, on en arrive à qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir l'un ou l'autre. Alors d'abord, l'élément principal, c'est l'anesthésiste. C'est lui qui va nous dire « on va pas faire une CEC à ton malade. Ok, on va lui faire le saourien. Écoute, il est jeune, il a 35 ans, alors là on y va sur le réunionnais.
il a un AVC aigu. L'objectif, il n'est pas on ne va pas contre-indiquer le malade, parce que les AVC, on en a maintenant un jeune qui a un AVC, on va lui faire très très vite une CEC de reperfusion cérébrale. On va le cannuler en catastrophe, on va aller lui aborder la carotide, on va perfuser le cerveau pour essayer de diminuer au maximum les dégâts cérébraux, puis après on va lui faire un réunionnais. Dans les éléments qui vont nous guider, la première chose, c'est où est la porte d'entrée. Est-ce que la porte d'entrée est dans l'aorte ascendante, auquel cas il faut traiter l'aorte ascendante, et s'il a 78 ans, une porte d'entrée dans l'aorte ascendante, on va lui faire un classique, ça suffit, on fera un truc en normothermie, on va lui clamper l'aorte, on ne va pas faire d'open anastomosis, on fait une CEC classique, ça ne va pas durer très longtemps, on change l'aorte ascendante, on va lui sauver la vie. S'il est jeune, on va aller plutôt vers la crosse, et s'il a une dissection rétrograde qui naît de l'aorte descendante et qui va dans la crosse et dans l'aorte ascendante, on va être très extensif, on va aller vers du réunionnais. Ensuite, on fera des traitements accessoires, un pontage aorto-fémoral, s'il est en ischémie aiguë des membres inférieurs. On fera, s'il faut, comme on l'a fait récemment, des aponeurotomies, des traitements locaux. Et on mettra dans un deuxième temps, ou éventuellement à distance, des endoprothèses pour traiter l'aorte thoracique descendante. Donc si on devait conclure sur la dissection aortique, premièrement, c'est 1 à 2% de mortalité par heure. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que le scanner, le nombre de patients qui sont morts au scanner, c'est vraiment extrêmement important sur des gens qui, au départ, avaient un diagnostic. On sait qu'ils ont une dissection, on dit, ah voilà, il va avoir le scanner, on le met au scanner, puis après on nous rappelle en disant, ah ben non, il est mort au scanner. Ça, c'est donc la première chose, c'est le plus vite possible le bloc. Après, de temps en temps, les blocs sont pas disponibles, où il faut que l'équipe arrive, et donc à ce moment-là, c'est très bien parce que le scanner, ça va nous permettre de sizer l'endoprothèse quand on est dans du extensif ou du réunionnais. Ensuite, mais je vais peut-être vous laisser conclure. C'est un peu à l'image de notre topo, c'est une prise en charge multidisciplinaire, il faut faire vite, être réactif, et le but, c'est sauver le malade. Et donc c'est la fin de la dernière phrase, c'est « Time is life », il ne faut pas perdre de temps au niveau du transport, au niveau de l'imagerie et au niveau de l'accès au bloc opératoire. Merci beaucoup pour la présentation.